Le 20h pour vous informer sur Espace TV. Bonsoir et bienvenue à la ligne de l'actualité. Rebond dans le dossier Nabaya Gate. Les journalistes Ibrahima Souri Traoré, Youssouf Boundou Silla et Moussa Mouissila sont cités à comparaître devant le tribunal de Kaloum le 15 décembre prochain. La ministre Zenab Dramé les accuse de diffamation dans le prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens. Le taux de contamination au coronavirus baisse, mais la maladie existe toujours en Guinée. À la date du samedi 5 décembre 2020, le pays a enregistré 44 guéris pour 26 cas positifs sur 1113 tests effectués. Et puis les déchets domestiques, véritable danger pour la santé. À Matam, où les déchets des animaux sont incinérés, l'environnement est pollué et pratiquement invivable. Les citoyens en appellent aux autorités. Le Nabaya Gate prend une autre tournure. Youssouf Boundou Silla de Guinée News, Moussa Mouissila d'Inquisiteur et Ibrahima Souri Traoré de Guinée 7 sont cités à comparaître devant le tribunal de Kaloum le 15 décembre prochain. La ministre Zenab Dramé les accuse de diffamation dans le prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens. Les journalistes convoqués disent être sereins et promettent de continuer à dénoncer la corruption, la gabegie financière, ce conformément à l'éthique et à la déontologie du journalisme. Mamadou Kalisso et Abdoulaye Kamara. Le conseiller de Moussa Mouissila affirme que son client est serein. Il dispose de toute l'argumentation nécessaire pour se défendre, poursuit-il. D'ores et déjà, l'avocat détecte une défaillance dans la procédure. Selon l'article 123 de la loi sur la liberté de la presse, en cas de délit de presse, les personnes à poursuivre sont les directeurs de publication, les directeurs généraux des radios et télé, les administrateurs des sites, les éditeurs et enfin les auteurs de l'article incriminé. On ne peut pas sauter directement le directeur de publication et attaquer en justice l'administrateur. Monsieur Moussa Moïse est l'administrateur du site Inquisiteur. Ce n'est pas lui le directeur de publication, encore moins l'auteur de l'article incriminé. Donc, manifestement, c'est un avant-goût. On s'est trompé de cible et d'adversaire. D'autres éléments beaucoup plus importants que cette première défaillance seront soulevés pour mettre à terre, mais alors totalement à terre, cette procédure qui n'en valent pas une en réalité. L'administrateur général de Guinée 7 dit être surpris par cette convocation. Selon lui, elle cherche à empêcher l'évolution de l'enquête ouverte par le parquet de Kaloum d'une part, mais aussi de museler la presse d'autre part. Nous allons faire le travail comme le commande l'éthique et la déontologie, parce que l'accusation est trop grave pour être passée sous silence. Et voilà, nous pensons que le président de la République lui-même, il a dit que pour ce nouveau mandat, il faut qu'il lutte efficacement contre le détournement des deniers publics, contre la corruption, ainsi de suite. En fait, nous voulons l'aider dans ce sens. Curieusement, ces trois grosses pointures de la presse guinéenne seront trimballées devant la justice le 15 décembre prochain, date d'investiture du président Alpha Condé pour son 3e mandat. Un mandat qu'il dit dédié à la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. À son assemblée générale tenue ce dimanche, le bloc libéral s'indigne contre la gouvernance du régime Condé. Son président Faya Milimono pointe du doigt la gestion des affaires par certains cadres en fonction de leur appartenance politique. Il n'y a jamais eu de crédibilité et ce sont les Guinéens qui payent le prix, déclare l'opposant. Comme toujours, son combat est de redresser le pays dans les années à venir, une fois devenu président de la République de Guinée. Suivez. L'avenir politique du parti Bloc libéral ne doit en aucun cas être compromis à cause de ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, selon son leader Faya Milimono. La formation politique dit mettre de côté les différents scrutins qu'a connus le pays afin de mieux se préparer pour les années à venir. Nous n'avons pas un État en Guinée. Le professeur Alpha Condé lui-même l'a dit à son arrivée en 2010.
Le problème, c'est qu'on n'en a pas encore jusqu'à présent. Nous devons changer ça. Le BL s'engage à changer ça. Aujourd'hui, nous n'existons pas réellement. Sur l'administration guinéenne actuelle, Faya Milimono doute de sa crédibilité, notamment dans le cas des présumés détournements d'argent. Il soupçonne plusieurs cadres d'être militants du parti au pouvoir et de vouloir agir ainsi. Mais est-ce que nous avons un seul préfet en Guinée qui n'est pas un militant du parti au pouvoir? Non. On peut être militant du parti au pouvoir et ne pas le montrer dans l'exercice de ses fonctions. Les violences politiques, le bloc libéral ne cesse de les dénoncer. Faya Milimono met le cap cette fois-ci sur le quartier Wanindara où les habitants ne connaissent plus de quiétude sociale selon lui. À Wanindara, il y a des femmes qui sont en grossesse, presque à terme, qui ne peuvent pas être des criminels. À Wanindara, on a des vieillards. Certains à peine se déplacent. Ils ne sont pas des criminels. Mais à cause, n'est-ce pas, d'un criminel qui est encore dans la nature, tout un quartier est en train de souffrir. Nous disons au BL, non, cela doit cesser. La lutte contre le blanchiment d'argent, la quiétude sociale sont dans l'agenda politique du bloc libéral, une fois à la tête du pays, après ce régime. La Direction nationale des impôts a présenté ce lundi le projet du Code général de l'impôt CGI. C'était à la faveur d'un atelier autour des thèmes comme la méthode de travail, de concertation avec le secteur privé et la consultation du secteur public. Le compte-rendu est signé Aminata Wilsouma et Aboubakar Abou Korea Kourma. Cet atelier porte sur la validation du projet du nouveau Code général des impôts et d'une révision complète du code actuel promulgué par la loi de 2014 portant sur la loi de finances fiscales et majeures. La Direction nationale des impôts réitère son engagement à poursuivre les chantiers stratégiques de votre lettre de mission qui sont notamment l'accroissement significatif du taux de pression fiscale, l'élargissement de la base d'imposition, l'accroissement des recettes publiques et leur sécurisation, le respect des droits des contribuables, la modernisation des outils de travail à travers la digitalisation des procédures et la géolocalisation des contribuables. Définir un cadre juridique et fiscal plus clair et transparent est l'objectif que s'est fixé la Direction nationale des impôts en Guinée. Pour elle, cette révision est gage d'une bonne gouvernance et d'une amélioration du climat des affaires. Actuelles qui ne sont pas visées par l'actuel code des impôts sont prises en compte. Troisièmement, les nouvelles opérations, les nouvelles technologies de l'information, de la communication, qui n'étaient pas légiférées dans l'actuel code, le seront dans le nouveau qui est aujourd'hui en atelier pour une validation. La validation de ce Code général des impôts, il faut le dire, c'est une première. Selon le ministre du Budget, cette politique qui met en lumière la République de Guinée traduit la volonté des pouvoirs publics et vulgarise une fiscalité de développement. Il ajoute également que cette révision du nouveau Code général des impôts permettra d'atteindre plusieurs objectifs. Notamment, un accroissement du rendement budgétaire par l'élargissement de l'assiette fiscale, une amélioration de la qualité du dispositif fiscal pour les praticiens de la matière fiscale que pour les contribuables, une meilleure justice fiscale et un meilleur consentement à l'impôt. Le taux de contamination au coronavirus baisse de plus en plus en Guinée, je vous l'annonçais. À la date du samedi 5 décembre 2020, le pays a enregistré 43 guéris pour 26 cas de positivité sur 1113 tests effectués. 0 décès en milieu hospitalier. La situation de la pandémie en Guinée, en Afrique et dans le monde, c'est dans ce commentaire signé Bernard Koundounou.
À la date du samedi 5 décembre 2020, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire ANSS a enregistré 44 guéris pour un total de 1113 tests effectués, 26 cas positifs, 0 décès. À date, 12 355, c'est le cumul de guéris depuis le début de la pandémie sur 13 233 cas confirmés, soit 76 décès en milieu hospitalier. Des données font suite à une nouvelle stratégie de riposte lancée le 1er décembre dernier par l'agence. Il s'agit de la nouvelle stratégie de recherche active des cas du Covid-19 couplée à la sensibilisation dans le Grand Conakry, à savoir Conakry, Koya, Dubreka pour une durée de 6 mois. En Afrique, 54 pays sont touchés par la pandémie pour un cas total de 2 259 746 cas de contamination et 53 896 décès depuis le début de la maladie. Dans le monde entier, on dénombre plus de 67 millions de cas de coronavirus et 1,5 million de décès. La recherche sur un éventuel vaccin s'accélère et certains pays comme le Royaume-Uni et la Russie sont prêts à débuter la phase de test sur le grand public. En Guinée, des informations circulent sur la disponibilité d'un vaccin d'origine russe dont le test devrait débuter par les membres du gouvernement selon le site d'information mosaïqueguinée.com. Pendant que l'Inde est toujours au cœur de sa première vague, l'Europe a déjà bien entamé sa seconde vague de contamination, tandis que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud affrontent déjà la troisième vague de contamination. Le célèbre magistrat Doura Chérif a tiré sa révérence la nuit du samedi au dimanche 6 décembre à Conakry des suites de la Covid-19. Les Guinéens l'ont connu dans l'emblématique procès des gangs qu'il a conduit en 1995 avec professionnalisme et sérénité. Antoinette Dédé, Onivogui et Mohamed Alousseni Camara pour plus de précisions. En raison de l'importance et de la gravité de la chose, le ministre de la Justice, à l'époque, Dr Salif Oussila, a donc pris contact avec moi. La nouvelle sur son décès a surpris plus d'un. Le célèbre magistrat Doura Chérif, homme de droit, adulé et respecté, aura marqué son passage sur terre avec le fameux procès des gangs, qui restera à jamais dans les mémoires collectives. Décédé des suites de la Covid-19, la famille de l'ancien président de la cour d'assises de Conakry ne désemplit pas. Je suis affecté personnellement par cette disparition, parce que je perds un frère, un ami. En vous parlant, l'émotion m'étreint et m'empêche ici d'extérioriser les sentiments que je ressens aujourd'hui où je deviens orphelin. Je souffre et je souffrirai jusqu'à la fin de mes jours. Il laisse un grand vide, difficile à combler. Inscrit désormais sur la triste liste des célébrités fauchées par la pandémie du coronavirus, la famille professionnelle du défunt est aussi attristée. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée, portant la voix de ses pairs, se souvient encore de l'homme qui s'est fait connaître du grand public en 1996 et qui savait faire parler les accusés. Il fut un grand Guinéen, un fils digne de ce pays, un homme qui mérite d'être honoré. Et Doura Chérif était aussi un homme très humble. J'aime utiliser le terme, j'aime dire qu'il n'a jamais fumé le cigare. C'est-à-dire qu'il était à la disposition de tout un chacun. C'était un homme très abordable. Magistrat de formation et de carrière qui était devenu avocat après sa retraite. Ce juge méthodique, discret, déterminé et surtout obstiné et persévérant laisse derrière lui 2 veuves, 6 orphelins et des femmes inconsolables. Autant dire que Doura Chérif s'invitait dans toutes les familles guinéennes possédant un poste téléviseur.
Fodé Ousmane Kanté est-il innocent de la mort de son épouse Mbalia Souma? Les parents du jeune gendarme, le principal accusé, passent par tous les moyens pour faire connaître la vérité. Pour eux, le défunt ou la défunte est décédée d'une mort naturelle, comme l'a révélé le médecin légiste Malik Sangiana Kamara et Ibrahima Awal Kamara se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. Fodé Ousmane Kanté, gendarme de son état, vivait dans la grande famille avec son épouse Mbalia Souma. Le 15 novembre dernier, alors qu'elle était en communication avec sa mère, Madame Kanté aurait fait un malaise qui a été fatal pour elle. Les causes du décès de Mbalia Souma divisent la famille de Fodé Ousmane Kanté et celle de la défunte. Pour la première, c'est une mort naturelle. Et pour l'autre, elle aurait été tuée par son mari. La fille, elle a quitté crise. Ok. C'est dans ça, elle a quitté crise. L'autre était assise ici. Elle regardait la télévision. La fille, elle est sortie dans cette chambre. Elle est venue s'asseoir ici, téléphoner. Il n'y aurait eu aucune dispute ce jour-là entre ce couple. Le frère, le papa et l'ami intime du défunt témoignent qu'entre les deux, c'était la parfaite harmonie. Cet amour est même exprimé sur les réseaux sociaux. Un tour sur la page Facebook d'Mbalia pour défiler les hommages rendus à son épouse. Ça, c'était le 5 novembre, le jour de leur dot. La fille, elle a publié ça. Son mari le 5 au 6. Dans quel état Mbalia a-t-elle été reçue pour les premiers soins? Pour avoir la réponse à cette question, direction dans cette clinique, non loin de la famille Kanté à Yimbaya. Le médecin traitant n'est pas sur place, mais il est disposé à répondre à nos questions au téléphone. J'ai reçu la dame dans un état de choc hypovolémique. Elle était envoyée par 3 personnes. Je crois parmi les 3 personnes-là, il y avait son mari. Oui. Elle était inconsciente en fait. Elle respirait, la respiration était là, vraiment accélérée. Le pouls aussi accéléré. Maintenant, quand je l'ai examiné, j'ai pensé à un état de choc hypovolémique. Donc du coup, j'ai placé le ringer lactate pour la remonter, quoi. Voyez-vous? Maintenant, pendant l'administration de ce médicament-là, nous l'avions perdu. Et après, son mari est venu me voir dans mon bureau. Il m'a dit de venir voir la dame. Maintenant, je viens, j'essaie de vérifier ses paramètres vitaux impossibles. J'essaie de la réanimer. Ça aussi, ça ne marchait pas. Maintenant, j'ai appelé 2 des 3 personnes là dans mon bureau pour leur expliquer ce qui s'est passé. Pour leur dire que nous avons maintenant perdu la dame. C'est-à-dire que son mari n'a pas digéré. Mais quand je l'ai examiné quand même, franchement, en toute honnêteté, je n'ai pas retrouvé des signes de lésion corporelle ou bien des signes de violence corporelle. Depuis lors, Fodé Ousmane Kanté est en détention en attendant de voir clair dans cette affaire de meurtre. Le corps de la défunte aussi se trouve à la morgue à Ignace Dine pour une nouvelle autopsie, comme l'exigent ses parents. Mbalia Souma laisse derrière elle 2 petits garçons. Autre sujet dans ce journal, les déchets domestiques renferment plusieurs agents pathogènes chez les populations riveraines à Conakry. L'environnement et la santé dans la commune de Matam est menacée. C'est le cas du grand parc de bétail à Kenya, où les déchets des animaux sont incinérés au vu et au su des autorités locales, générant des odeurs nauséabondes des déchets. Les citoyens résidant dans ce quartier à travers un moment difficile et un appel aux autorités. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souma. Les déchets produits par les animaux sont parqués sur place. Aussi, le balai incessant des mouches, attiré par l'insalubrité, n'est pas facile à supporter. Cette forme de pollution semble ignorée par les vendeurs de bétail de ce quartier qui sépare Bellevue de Kenya. Générant odeur et fumée, c'est difficilement les riverains respirent de l'air pur. L'impact de ces fumées dégagées par ces ordures, ça nous infecte depuis plusieurs années. Il y a de cela plus de 8 ans, ça nous infecte. Mais le problème est que la subdivision de ces 2 quartiers est très difficile. De l'autre côté, là où se trouvent des ordures, c'est la partie de la relève du quartier Bellevue et nous résidons du quartier kenyan. Le problème est que on a beaucoup porté
la plainte au niveau du quartier, mais pas de réponse. Cette pollution a profondément altéré le cadre de vie des citoyens résidant dans le quartier et cela s'ajoute à la contamination qui en a découlé et devenue une menace sérieuse pour leur santé. Du côté de ces déchets se trouve le complexe écolier de Bellevue-Tito. Les encadreurs sont obligés parfois de libérer les élèves pour ne pas être intoxiqués par les odeurs des résidus fécaux. Ça nous cause des maladies quand même. C'est pas bon pour nous. Parce qu'on ne peut pas bien respirer. Si on ne peut pas bien respirer, on ne peut pas bien étudier quand même. On demande à l'État de nous aider d'enlever ce fumier derrière. Les responsables de ce parc de bétail disent avoir mené les démarches pour dégager ces déchets en vain. Ils appellent à l'intervention des responsables de l'environnement. Les ordures là, c'est nous qui les enlevons ici chaque année. Pour cette année, nous sommes allés voir le chef de quartier pour qu'il nous aide à les enlever ici. Nous sommes à l'attente. Pendant ce temps, les citoyens de cette localité traversent un moment difficile. L'environnement est pollué et ils ne savent plus à quel sens se vouer. Des employés de la Bonagui accusent la direction générale de la dite entreprise de licenciement abusif. Les désormais ex-travailleurs de la Société des boissons non alcoolisées de Guinée auraient été renvoyés sans raison valable. Ils ont depuis entrepris plusieurs démarches pour être rétablis dans leurs droits en vain. André Mossi, Milimono et Aboubakar Keke Bangoura pour nous en dire plus. Suivez. Le fait des licenciements abusifs devient récurrent dans notre pays. Au nombre de 20, ces employés auraient été mis à la porte par la direction de la Bonagui sans qu'aucune raison valable ne leur soit notifiée. Ils se disent choqués et déçus. D'une revendication salariale, de grille salariale, les syndicats nous reviennent pour nous dire « Ah, nous on allait vers la direction pour demander un grille salarial à la hauteur de ce que nous faisons. La direction syndicale, la direction générale nous demande qu'ils vont licencier 37 personnes. Pas de motif valable. Ils ont par ailleurs condamné l'attitude de l'inspecteur général du travail qui, selon eux, n'a pas joué son rôle, mais a plutôt contribué à leur renvoi de l'entreprise. Celui-ci aurait apposé tout simplement sa signature sur l'acte de licenciement. Pourquoi c'est les Guinéens, c'est nous-mêmes, nous vendons nos frères à des étrangers? C'est le comportement de monsieur l'inspecteur général du travail. Il a accepté de signer ce papier de licenciement et tout en écrivant, sortez le papier tu vas voir, tout en écrivant dessus, en commun accord avec l'inspection générale du travail, c'est écrit noir sur blanc. Donc monsieur l'inspecteur général du travail est complice. L'affaire est ensuite envoyée en justice par les travailleurs qui ont saisi un avocat à cet effet. Il se trouve cependant, l'inspecteur général du travail ne serait pas le seul complice dans cette affaire. Le juge aussi entre en jeu. Il y a eu 3e jugement à Mafanko en notre faveur. Le jour du délibéré, tout le monde était mobilisé. On a transporté nos malades dans nos véhicules ce jour-là pour être à Mafanko en attendant notre verdict. À notre grande surprise, monsieur le juge dit que Bonagui, le document qu'il a rejeté lors de l'avant-dernier procès, il prend ce document en compte pour dire que notre requête est non fondée. Ces travailleurs décident d'interjeter appel, ne sachant plus à quel sens se vouer. Nous avons cherché à avoir des réactions du côté de la direction de la Bonagui. Sans surprise, aucun répondant. Ce journal s'achève. Merci pour l'attention. Prochain point avec l'actualité à 22h en compagnie de Moussa Mouissila. Portez-vous bien et bonne soirée sur Espace TV.